J'ai vu beaucoup de choses bizarres dans ma vie, mais je n'ai aucune explication pour celle-là. Je dirais honnêtement que ce qui m'a le plus effrayé dans le désert, c'est ce que j'appelle encore aujourd'hui l'homme mirage. À noter que je ne vivais pas là-bas, mais que je suis tombé en panne à cet endroit. J'étais quelque part dans le désert californien quand la voiture de mon ami est tombée en panne. Aucun de nous n'avait de smartphone, et même si ça avait été le cas, rien ne garantissait qu'on aurait eu du réseau. Mon ami voulait partir à pied, mais j'ai dit que c'était une très mauvaise idée. Il a insisté, et je ne voulais vraiment pas rester seul, sans eau, pour une durée indéterminée. Nous avons donc commencé à marcher, en nous retournant de temps en temps au cas où une voiture passerait. Peut-être après 1 heure de marche, nous avons remarqué quelqu'un au loin, qui semblait nous suivre. Mon ami m'a demandé si on devait faire demi-tour. J'ai trouvé ça vraiment étrange. On était en plein désert, en plein jour, au milieu de nulle part. Pourquoi quelqu'un d'autre marcherait-il là, à ce moment précis? Mon ami n'était pas totalement convaincu et a suggéré que cette personne avait peut-être heurté notre voiture et marchait elle aussi pour trouver de l'aide. Je lui ai fait remarquer qu'on marchait depuis 1 heure, et que c'était la première fois qu'on le voyait. C'était une coïncidence trop énorme pour être crédible, que quelqu'un percute une voiture arrêtée sur le bord de la route et arrive à nous rattraper aussi vite. Bref, on continue de marcher, mais la silhouette se rapproche. On commençait à être vraiment mal à l'aise. On a accéléré autant qu'on osait sous cette chaleur, et à chaque regard en arrière, l'homme semblait se rapprocher encore. Pas de façon soudaine, mais de manière perceptible. On a fini par trouver un relais routier non loin. On a accéléré un peu plus pour y arriver et s'asseoir, et acheter de l'eau au distributeur. Mon ami ne cessait de surveiller, et m'a fait remarquer que l'homme semblait maintenant s'être arrêté, ni plus proche, ni plus loin. Il a demandé à un chauffeur s'il pouvait nous emmener, après avoir appelé son assistance routière pour s'occuper de la voiture. Nos yeux restaient fixés sur la silhouette au loin. On a fait le plein et on a continué de la surveiller. Le chauffeur, lui, ne la voyait pas. Plus on approchait de la voiture en panne, plus cette silhouette semblait s'éloigner. On a fini par revenir à la voiture. Plus aucune trace du poursuivant. On ne l'a jamais revu. Mon ami est convaincu que c'était la mort elle-même, et que si on n'avait pas atteint le relais routier à temps, elle nous aurait pris. Franchement, ça peut sembler anodin pour certains, mais ça m'a marqué plus que je l'aurais cru. J'étais seul en moto, dans une région désertique que je connaissais vaguement, sur une sortie d'une journée. Le genre de terrain ouvert, parsemé de crêtes rocheuses, d'arbustes secs et de longues vallées sans fin. À un moment, j'ai décidé de m'arrêter. J'étais sur une petite crête, avec une vue dégagée sur des kilomètres. Silence total, juste le vent et le bruit métallique qui s'échappait doucement du moteur qui refroidissait. Je suis resté là un moment, à profiter du paysage. Pas de carte, pas de GPS actif, pas d'eau sur moi, je ne comptais pas rester longtemps. Mais quand j'ai voulu repartir, je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à me souvenir du chemin exact par lequel j'étais venu. Tout semblait pareil. Chaque colline, chaque rocher, chaque piste poussiéreuse. Et le pire, c'est que j'étais seul. Vraiment seul. J'ai essayé de faire demi-tour au hasard, mais rien ne correspondait. Pas de traces évidentes. Pas un son. Même mes propres appels se perdaient dans le vide. J'avais cette sensation sourde dans le ventre. Pas encore de panique, mais quelque chose qui y ressemblait. Je n'osais pas descendre la crête. Si je prenais la mauvaise direction, je pouvais m'éloigner encore plus. Pas de réseau, pas de signal, pas d'eau. Chaque minute commençait à peser. J'étais sec, la bouche pâteuse, et le soleil descendait lentement. Finalement, après ce qui a dû être 40 minutes de marche lente et de virée en cercle sur ma moto, j'ai fini par reconnaître mes propres traces, un sillon fin à peine visible sur la terre battue. Ce petit détail, presque effacé par le vent, m'a ramené à la réalité. Je les ai suivis jusqu'à retrouver la piste principale.
Ça ne paraît peut-être pas effrayant raconté comme ça. Mais il faut l'avoir vécu pour comprendre. J'étais en camping dans le désert, sur un terrain aménagé mais assez reculé, entouré de cactus, de rocailles et de quelques arbres bas. La journée avait été tranquille, typique, chaleur sèche, rire autour du feu, étoiles claires dès la tombée de la nuit. Tout le monde s'était installé, les tentes dressées, les glacières posées à l'ombre. Une vraie ambiance de détente. Mais quelqu'un, un génie parmi nous, avait laissé une énorme glacière pleine de bière sans la fermer correctement. Pas attachée, pas rangée dans un véhicule. Juste là, offerte. C'est comme ça que les javelinas sont arrivés. Pour ceux qui ne connaissent pas, les javelinas sont de petits cochons sauvages du désert. Ils ne sont pas très gros, mais ils sont nerveux, imprévisibles, et surtout, ils n'ont peur de rien. On les entendait avant de les voir, leurs grognements étouffés montant depuis les broussailles. Au début, on a cru que c'était un raton laveur ou un chien errant. Mais dès qu'on a pointé une lampe vers la glacière, on les a vus. Ils étaient une demi-douzaine. Ils avaient forcé le couvercle et déjà éventré plusieurs canettes. On aurait pu essayer de les chasser, mais à ce stade, il était trop tard. Ils buvaient. Et ils aimaient ça. Ce qui a suivi a été 10 minutes de chaos absolu. Les cochons ivres ont commencé à hurler. Pas à grogner, pas à renifler. À hurler. Comme des démons. Ils se sont mis à courir dans tous les sens, renversant les chaises de camping, piétinant les tentes, déchirant des sacs de couchage avec leur défense, et chassant tout ce qui bougeait. Ils étaient incontrôlables. Une sorte de tornade vivante, glapissante, couverte de mousse de bière, complètement hors de contrôle. Et ils faisaient leurs besoins partout, comme si c'était aussi une forme de vengeance. On s'est tous réfugiés dans les voitures ou les tentes encore debout, tremblants, lampes éteintes, à écouter ces créatures saoules se battre entre elles et tout détruire. Puis, sans prévenir, le silence est revenu. On a ouvert prudemment une portière et on a vu le spectacle, tous les javelinas étalés en tas au centre du campement, grognant faiblement dans leur sommeil, complètement ivres-morts. Un champ de ruines, de canettes éventrées et d'animaux effondrés. Une nuit, des amis et moi sommes partis camper dans le désert pour 2 jours. On voulait s'éloigner de tout, retrouver un peu de calme sous les étoiles, loin des lumières de la ville. Sur la route, on a été surpris par une pluie violente. Des trompes d'eau pendant presque 1 heure. Quand on est finalement arrivé à l'entrée du désert, tout était transformé. L'air était frais, presque froid, le sol détrempé, le sable plus sombre que d'habitude. Après avoir installé les tentes, on a décidé d'aller marcher un peu dans le noir. On avait des lampes frontales, quelques lampes torchées, mais on préférait garder la lumière éteinte pour profiter du ciel. Il faisait nuit noire. L'humidité rendait les sons plus nets, plus présents. Le sable collait légèrement à nos chaussures, l'air sentait la terre mouillée. On avançait lentement sur une petite crête rocheuse quand, tout à coup, mon ami s'est arrêté net. Il a dit calmement, « Je crois que j'entends un serpent. » J'ai ri. Pour moi, ce n'était que le vent qui sifflait doucement entre les pierres, rien de plus. Un son banal dans le désert après la pluie. Mais il n'a pas rigolé. Il a allumé sa lampe. Et là, à quelques centimètres de son pied, enroulée dans une pose défensive, se trouvait une vipère palestinienne. Petite, mais parfaitement visible à la lumière. Son corps était épais, recouvert de motifs bruns et beige presque invisibles dans la poussière mouillée. Et ses yeux, sous la lumière directe, luisaient d'un orange étrange, presque irréel. On aurait dit qu'elle nous fixait. Personne n'a bougé. Elle non plus. On est resté là quelques secondes qui ont semblé durer une éternité. Elle ne sifflait pas. Elle attendait. Elle était prête à frapper si quelqu'un faisait un pas de plus. Finalement, mon ami a reculé lentement. Puis moi. Et on a contourné la zone en silence. Ce n'est qu'après qu'on a réalisé à quel point on avait eu de la chance. Un pas de travers, un pied mal posé,
et l'un de nous aurait fini avec une morsure dans l'obscurité, à des kilomètres de toute aide. Probablement la mer de Salton. De loin, surtout vue du ciel, elle ressemble à n'importe quel autre lac. Une étendue d'eau tranquille, presque rafraîchissante, une sorte d'oasis perdue au milieu du désert californien. L'image est belle. Trompeuse. Mais la mer de Salton est un piège. Elle n'a aucun exutoire naturel. Pas de rivière pour emporter les sels et les minéraux qui s'y accumulent année après année. Ce qui entre reste, s'évapore, et laisse derrière lui des couches de plus en plus épaisses de sel, de produits chimiques et de mort. Quand on s'approche de la rive, on croit d'abord marcher sur du sable. Mais ce n'est pas du sable. Ce sont des coquillages broyés par le temps et les vagues, des restes blanchis d'anciens écosystèmes aujourd'hui éteints. Sous tes pieds, ça craque comme du verre. Et plus tu avances, plus l'eau te paraît sombre. Elle semble bleue de loin, mais c'est une illusion. Ce que tu vois, c'est le reflet du ciel. L'eau elle-même est noire. Épaisse. Elle n'a rien de limpide, rien de vivant. Juste cette noirceur d'asphalte qui absorbe la lumière, et une odeur qui t'agresse bien avant d'arriver au bord, une puanteur acide et persistante, mélange de poissons pourris et de soufre. Comme si la terre elle-même expirait un souffle malade. Des poissons morts partout. Leur corps gonflé, déformés par le sel, s'amoncellent sur le rivage. Des milliers, parfois des dizaines de milliers. Et autour, des nuées de mouches, attirées par la pourriture. Le bourdonnement est constant, nerveux, oppressant. Personne ne nage ici. Plus maintenant. Mais si tu le faisais, ton corps flotterait sans effort. L'eau est tellement saturée de sel que c'en est presque irréel. Tu pourrais rester à la surface sans bouger, comme dans la mer morte. Mais à quel prix? Tu ressortirais couvert d'une pellicule huileuse, la peau brûlée par les minéraux, les narines pleines de cette odeur de fin du monde. J'étais biologiste pour le service forestier des États-Unis. J'ai passé des années à arpenter les étendues arides du Sud-Ouest, à marcher sous le soleil brûlant, à cataloguer la faune, à surveiller la progression des espèces envahissantes. J'ai croisé la plupart des créatures que le désert peut abriter, serpents à sonnette, pumas, scorpions, même des coyotes affamés. Très peu de choses m'ont vraiment intimidé là-dehors. Jusqu'à ce jour-là. Mon partenaire et moi étions en mission de routine, à marcher lentement sur un plateau rocailleux, clipoar à la main, recensant des herbes envahissantes. Il faisait chaud, comme toujours, mais le ciel était calme et la lumière de l'après-midi rendait les ombres longues et nettes. Rien ne laissait présager ce qui allait suivre. C'est d'abord le son que j'ai perçu. Un grondement étrange, profond, qui semblait grossir à chaque seconde. Ce n'était pas le vent. Ce n'était pas non plus un avion, bien que ça y ressemblait. Un bruit semblable à celui d'un moteur à réaction, mais plus organique. Je me suis figé, et mon partenaire aussi. Puis, on l'a vu. Une masse noire arrivait droit sur nous, au ras du sol. Pas une tempête de sable, pas un nuage d'oiseaux. Une nuée. Une véritable armée volante. C'était une colonie d'abeilles tueuses en déplacement, en train de migrer avec leurs reines. Un essaim gigantesque, vivant, pulsant, qui semblait flotter au-dessus de la terre. Il s'est approché à toute vitesse, un rideau vivant qui vibrait et hurlait. Nous étions en plein milieu de rien. Aucune cachette. Pas de voiture. Pas de bâtiment. Juste le ciel, la terre, et cette chose qui s'abattait sur nous. J'ai senti mon corps s'embraser, comme si chaque cellule criait de peur. Je ne pouvais plus bouger. Paralysé. Mon cœur battait si fort que j'en avais mal aux tempes. Je savais ce que c'était. Je savais ce qu'elle pouvait faire. Lorsqu'un SM se sent menacé, il se défend sans retenue. Des centaines de piqûres en quelques secondes. Allergique ou non, ça peut tuer. Et elle n'arrête pas tant que le danger ne disparaît pas. Tant que le corps ne s'effondre pas. Mais elles ne se sont pas arrêtées.
Elles nous ont contournés. Elles glissaient sur le vent chaud, parfaitement organisées autour de leur reine, en une sphère mouvante. Pas un détour. Pas un changement de trajectoire. Elles sont passées à moins de 3 mètres de nous, leur bourdonnement si puissant qu'il vibrait dans ma cage thoracique. Puis, comme si de rien n'était, elles ont continué leur route, vers l'horizon. Ma mère, mon grand-père et moi, j'étais encore tout petit à l'époque, roulions à travers l'ouest du Texas, en pleine campagne, au crépuscule. Le genre de soirée où la lumière devient dorée, où l'air est sec et tiède, et où la route semble s'étirer à l'infini, sans croiser âme qui vive. Je somnolais à l'arrière, ma tête appuyée contre la vitre, pendant que ma mère conduisait doucement sur la route étroite. À un moment, elle a froncé les sourcils. Le goudron devant nous semblait bouger, comme s'il ondulait légèrement. En même temps, on entendait un bruit étrange sous les pneus. Un craquement irrégulier, comme si on roulait sur des feuilles mortes, sauf qu'il n'y avait pas un arbre à des kilomètres à la ronde. Elle a demandé à mon grand-père, qui était assis sur le siège passager, ce que c'était. Il a regardé droit devant lui pendant une seconde, puis il a répondu calmement qu'elle ne voulait pas le savoir. Elle a insisté. Il a répété qu'il valait mieux qu'elle continue sans s'arrêter. Mais elle a allumé les pleins phares. Et là, on les a vus. Des centaines. Des milliers. Toute la route était couverte de tarentules, rampant lentement dans la même direction, leurs pattes velues éclairées par les faisceaux jaunes. Elles bougeaient comme une marée sombre, s'étendant au-delà des accotements, disparaissant dans les herbes sèches. Il n'y avait pas moyen de les éviter. Sous les pneus, le bruit était devenu plus fort, plus viscéral. Un mélange de craquements et de froissements répugnants. Ma mère a eu un mouvement de recul, les mains crispées sur le volant. Mon grand-père, imperturbable, a juste dit que c'était la saison. La migration. Il en avait déjà vu. Rien à faire, juste passer au travers. Je vis dans une petite station isolée, un poste de maintenance à la frontière d'une zone protégée. Il n'y a pas de voisins, juste des kilomètres de sable, de rocailles et quelques arbustes desséchés. Mon seul compagnon est Buck, un vieux chien robuste, habitué comme moi aux longues nuits silencieuses et à l'immensité noire du désert. Ce soir-là, le ciel était couvert. Pas une étoile, pas la moindre lueur lunaire. Une obscurité lourde. Quand Buck a commencé à s'agiter, j'ai pensé qu'il avait entendu un lièvre ou un serpent. Il est sorti avant moi, pressé, moi suivant avec ma lampe torche, dont la lumière semblait avalée par le noir. On n'avait fait que quelques pas hors du périmètre éclairé de la station quand un cri déchirant a éclaté dans l'obscurité. Un yelp, court et sec, un bruit d'animal surpris par la douleur. Immédiatement après, le silence s'est brisé. Un rire. Puis un autre. Puis des dizaines. Des ricanements étouffés, des gloussements brisés, rauques, désordonnés, comme une troupe de fantômes se moquant d'un festin invisible. C'était le son caractéristique des coyotes, mais il y avait quelque chose de différent. C'était trop coordonné, trop humain dans le rythme, comme s'ils s'étaient tous donné rendez-vous pour partager ce moment macabre. Buck s'est figé, les poils dressés. Il n'a pas aboyé, il n'a pas grogné. Il est simplement resté immobile, oreilles tendues, corps tendu. Il savait, comme moi, qu'on n'était pas seul. Mais on ne voyait rien. Juste le désert, immense et noir, et ces rires qui résonnaient autour de nous, tournant en cercle comme un piège invisible. J'ai juste posé ma main sur Buck et lentement, on a reculé. Les rires ont continué encore un moment, puis se sont tus, aussi brusquement qu'ils étaient venus. Je travaille dans le désert. La chose la plus effrayante que j'y ai vue, au beau milieu de nulle part, ce sont des gens. Mon travail consiste à entretenir des stations de surveillance environnementale installées à des dizaines de kilomètres les unes des autres. Ce sont de petites installations solaires isolées qui mesurent la température, l'humidité, les vents et d'autres données utiles pour des recherches climatiques. La plupart du temps, je suis seul,
accompagné seulement du bruit du vent, du crissement du sable sous mes bottes, et parfois du vrombissement du moteur de mon 4x4. C'était en plein été, lors d'une journée particulièrement chaude. Le genre de chaleur qui donne l'impression que l'air lui-même vibre. Je venais de terminer une inspection de routine et je reprenais la route, ou plutôt la piste poussiéreuse, pour rejoindre la station suivante. Sur le trajet, au détour d'un monticule rocheux, j'ai remarqué quelque chose d'étrange au loin. 3 silhouettes immobiles, dressées dans le paysage brûlant. Au début, je pensais que c'était peut-être des mannequins ou des restes d'un vieux tournage, on en trouve parfois dans le désert. Mais il y avait quelque chose dans leur posture, dans leur immobilité, qui n'avait rien d'artificiel. Je me suis arrêté à une centaine de mètres, le moteur encore tournant. Ils étaient là, 3 personnes, debout à côté d'une vieille carcasse de voiture complètement rouillée, dont la peinture avait disparu depuis longtemps. Ils ne bougeaient pas. Pas un signe de vie, pas même une ombre d'agitation dans leurs vêtements. Je suis resté un moment dans le véhicule à les observer, le cœur qui battait plus vite sans raison claire. Finalement, la curiosité a pris le dessus. J'ai coupé le moteur, attrapé ma gourde et je suis descendu. Je me suis avancé lentement, pas à pas, les yeux rivés sur eux. À mesure que je me rapprochais, j'ai commencé à sentir une tension étrange dans l'air. Pas un son. Même le vent s'était arrêté. C'était comme si le désert lui-même retenait son souffle. Arrivé à une cinquantaine de mètres, j'ai crié. Un simple bonjour, un appel. Rien. Aucun mouvement. J'ai crié une deuxième fois, un peu plus fort. Toujours aucune réaction. J'ai fait encore quelques pas, puis je me suis arrêté net. Quelque chose n'allait pas. Il semblait me fixer, sans vraiment me regarder. C'est difficile à expliquer. Il n'y avait pas de regard, pas d'expression, juste une présence. Une présence qui donnait l'impression de ne pas avoir sa place ici. Et puis, en un clin d'œil, il n'était plus là. Plus personne. Juste la carcasse de voiture, vide, abandonnée. Pas une trace de pas dans le sable, pas le moindre signe qu'il y avait eu quelqu'un. Je marchais un peu à l'écart du groupe quand j'ai aperçu au loin une énorme plaque de tôle qui se soulevait dans le vent. Elle tourbillonnait comme une feuille morte, emportée par les bourrasques sèches et violentes qui traversaient la plaine. Mais ce n'était pas une simple feuille de métal. C'était un vrai danger, un piège volant. Elle tournait sur elle-même à une vitesse folle, tranchante comme une lame géante. On aurait dit une machine à décapiter lâchée en pleine nature. À un moment, elle a changé de direction brutalement et a foncé droit vers nous. Mon cœur s'est figé. L'un de mes amis, qui ne l'avait pas vu venir, a failli se la prendre en pleine tête. Elle est passée à quelques centimètres de lui, sifflant dans l'air comme un projectile. On s'est tous jetés au sol en hurlant, puis on s'est abrité derrière le véhicule blindé le plus proche. La plaque a fini par s'écraser plus loin, soulevant un nuage de poussière. Mon pote est resté figé un moment, blanc comme un linge, avant de lâcher un rire nerveux. Un jour, lorsque j'étais dans l'armée, nous avions une mission qui nous obligeait à passer la nuit en plein désert. La chaleur de la journée avait été écrasante et, une fois le soleil couché, le froid s'était installé rapidement. Nous avions monté un petit campement rudimentaire, essayant de rester discret et de ne pas trop attirer l'attention dans cette vaste étendue de sable. Par curiosité, ou peut-être par instinct, j'ai allumé ma lampe à lumière noire. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Partout autour de nous, des scorpions. Ils brillaient sous la lumière ultraviolette, comme des petites créatures fluorescentes sorties d'un cauchemar. Il y en avait des dizaines, peut-être des centaines, rampant silencieusement autour de nos sacs, près de nos bottes, certains même proches des tentes. Nous avons immédiatement compris que dormir au sol serait une mauvaise idée. Certains gars ont grimpé sur les véhicules, d'autres ont passé la nuit debout, en alerte. Moi, je n'ai pas fermé l'œil. Chaque bruissement dans le sable me faisait sursauter. Le lendemain matin, au lever du jour, les scorpions avaient disparu comme s'ils n'avaient jamais été là.
Mais cette nuit-là est restée gravée dans ma mémoire. Ce n'est peut-être pas l'histoire la plus spectaculaire, mais elle est profondément vraie et pour moi, c'est probablement ce qui m'a le plus marqué. Le désert. Pas les petites zones arides proches de la ville, mais le vrai désert. Des jours entiers sans croiser personne. Aucun son, sauf le vent et parfois le crissement de tes propres pas sur le sable ou les cailloux. Pas de bâtiment, pas de ligne électrique, pas même une clôture. Juste l'horizon, immense, vide et toujours lointain, comme s'il reculait à chaque pas. Au bout d'un moment, tu ne sens plus vraiment la chaleur ou la fatigue. Ce que tu ressens, c'est la solitude. Une solitude tellement vaste qu'elle devient presque physique. Tu lèves les yeux, et le ciel paraît plus grand que d'habitude. Tu regardes autour de toi, et il n'y a rien. Pas un arbre, pas un animal. Tu existes, là, au milieu de nulle part, comme un point insignifiant sur une planète étrangère. Je me souviens d'un moment particulier. J'étais seul, à marcher entre deux formations rocheuses, à des kilomètres de toute route. Le soleil descendait, et l'ombre s'étirait. J'ai soudain réalisé que si je disparaissais là, maintenant, il n'y aurait personne pour le remarquer. Pas dans une heure, pas dans un jour. Peut-être dans une semaine, peut-être jamais. C'était un vertige étrange. Pas une peur brutale, mais une impression écrasante d'être minuscule. D'être un intrus dans un endroit trop ancien, trop vaste pour moi. Comme si le désert existait depuis toujours, et qu'il continuerait d'exister bien après moi, sans jamais se souvenir de mon passage. J'habitais près d'un petit village non loin de Red Rock, au Nevada. Une région superbe en plein jour, falaises rouges, ciel ouvert, silence profond. Mais la nuit, ce même silence devient plus lourd. Plus dense. Et ce soir-là, je l'ai ressenti pour la première fois. Il était un peu plus de 21h30. Je marchais seul sur le chemin menant à la ville. Pas grand monde dans les environs, juste les crissements du gravier sous mes chaussures et le vent qui remontait doucement depuis les formations rocheuses. Il faisait déjà nuit, mais la lune était haute et laissait entrevoir les silhouettes dans le paysage. À un moment, j'ai levé les yeux. À une cinquantaine de pieds devant moi, il y avait quelqu'un. Une silhouette grande, droite, immobile. Environ 1,80 m, peut-être un peu plus. Tout en noir. Pas de lampe, pas de lumière. Il ne bougeait pas. Il portait quelque chose de noir et brillant dans un bras, difficile à distinguer, et dans l'autre, clairement, une pelle. Je suis resté figé. Ce n'était pas quelqu'un qui faisait du camping. Ce n'était pas non plus un ouvrier. Il n'avait pas de sac, pas de chien, pas de lampe frontale. Juste, là, planté au milieu du chemin. Il ne m'a pas appelé. Il n'a pas avancé. Il est simplement resté là, à tenir cette pelle et cet objet, comme s'il m'attendait ou m'ignorait volontairement. Je ne me suis pas approché. Mon cœur battait vite, mais je n'osais pas courir. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Elle a tout de suite compris dans ma voix que quelque chose n'allait pas. Je lui ai expliqué rapidement ce que je voyais. Elle m'a répondu calmement, mais fermement, « Va chez ton ami. Reste pas dehors ce soir. » Je n'ai pas insisté. J'ai fait demi-tour, lentement d'abord, puis plus vite une fois hors de vue. Je suis allé frapper à la porte d'un ami à quelques rues de la LJ et passer la nuit. Je ne sais toujours pas ce que cette personne faisait là, seule, au bord de la route avec une pelle et cet objet étrange. Je n'ai jamais entendu parler d'incident ce soir-là. Je rentrais chez moi tard un soir, seul sur une route familière. Tout était calme. Pas de circulation, juste quelques lampadaires jaunes aux intersections, projetant leur lumière fatiguée sur l'asphalte. Rien de particulier. Rien d'étrange. Jusqu'à ce que je m'arrête à un croisement et que, par réflexe, je lève les yeux. Au-dessus des réverbères, il y avait une autre lumière. Jaune elle aussi, exactement de la même teinte que les autres, sauf qu'elle flottait bien plus haut dans le ciel.
immobile. Et surtout, bien trop haute pour être un autre lampadaire. C'est cette normalité troublante qui m'a dérangé. Elle avait l'air à sa place, mais elle ne l'était pas. Je l'ai fixée quelques secondes. Assez pour sentir que quelque chose clochait. Puis, sans bruit, sans clignotement, sans aucun signal, elle a filé. Pas tombée. Pas disparu lentement. Elle a disparu comme si quelqu'un l'avait aspirée dans le vide. Un mouvement rapide, parfait, et ensuite, rien. Le ciel vide, comme s'il ne s'était jamais rien passé. Je suis resté là un instant, la main toujours sur le volant, le moteur en marche, juste à fixer le point où elle était. Mon cerveau essayait de donner du sens. Un drone? Un phénomène atmosphérique? Une illusion? Peut-être un satellite? Ou alors quelque chose de moins facile à classer. Quelque chose qu'on range dans une petite boîte mentale avec une étiquette écrite en majuscules, inexpliquée. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas cherché de réponse. Je me suis juste dit, bon. Voilà un mystère de plus qui va me suivre jusqu'à la fin de mes jours. Puis j'ai tourné à gauche et je suis rentré chez moi, comme si de rien n'était. Un jour, en marchant seul dans une zone reculée du désert, j'ai fait une découverte que je n'oublierai jamais. Je suivais un vieux lit de rivière asséché, à des kilomètres de toute route, dans une région rarement visitée. Le genre d'endroit où même les traces de pneus se perdent au bout de quelques jours. C'était en fin de matinée, le soleil déjà haut, l'air sec et vibrant de chaleur. Rien d'inhabituel, jusqu'à ce que je voie quelque chose d'étrange parmi les rochers. D'abord, j'ai cru à un animal. Une carcasse peut-être. Mais en m'approchant, j'ai compris que ce n'était pas ça. C'était un bras. Ou plutôt, ce qu'il restait d'un bras humain. La peau était noircie, le tissu complètement décomposé. Plus loin, une jambe, dans le même état. Pas de reste de torse, pas de crâne. Juste ses membres abandonnés, isolés. Aucun sentier n'y menait. Pas d'empreinte, pas de traces récentes, pas de signe qu'un corps avait été traîné ou déplacé récemment. Ça ne venait pas d'un randonneur perdu récemment. Le niveau de décomposition, les insectes, l'état desséché des tissus, tout indiquait que ces membres étaient là depuis au moins 4 mois. Peut-être plus. Le désert est cruel, mais il conserve aussi les choses d'une manière étrange. J'ai eu un moment de vide. Pas de panique, pas de hurlement. Juste ce froid soudain dans le ventre. L'impression que le monde venait de basculer un peu sur son axe. J'ai reculé, pris une photo à distance pour la transmettre aux autorités, marqué l'endroit avec une pile de pierres. Je n'ai jamais su ce qu'ils ont découvert ensuite. Si l'origine était criminelle, accidentelle ou autre. Rien n'a jamais été rapporté publiquement, du moins pas que je sache. J'avais 20 ans. Mon copain et moi étions en voiture près de Parker, en Arizona, un coin désertique mais familier. Il devait être entre midi et 14 heures, en plein printemps. Le genre de moment où le soleil tape fort, où tout est éclairé à l'excès. C'est ce que je croyais. On roulait tranquillement quand il a pris une mauvaise sortie. Au début, on pensait juste faire un détour avant de retrouver la bonne route. Mais très vite, quelque chose n'allait pas. Il n'y avait plus de lumière. Plus du tout. Pas un nuage dans le ciel pourtant, pas de montagne pour cacher le soleil. Juste une obscurité totale. Un noir épais, silencieux, comme si on avait été aspiré hors du monde. Pas de voiture. Pas de bâtiment. Pas de son, même pas celui du vent. Juste nous deux, et cette absence totale. Comme si on avait traversé un seuil sans s'en rendre compte. Puis, sorti de nulle part, un grand panneau blanc est apparu sur le bord de ce que je suppose être une route. Pas sale, pas ancien, pas délavé. Un panneau net, bien visible malgré l'obscurité. En lettres majuscules, il disait « Ils sont là, fais demi-tour immédiatement ». On s'est regardé, sans dire un mot. Puis d'une seule voix « Non ».
Non, non, non. Il a fait demi-tour en silence. On n'a pas cherché à comprendre. On n'a pas posé de questions. On a juste suivi le peu de lumière qui réapparaissait au loin, jusqu'à retrouver la route principale. Et une fois sur l'autoroute, comme si rien ne s'était passé, le ciel était de nouveau clair, le soleil à sa place. Le désert, dans sa version normale. Inhospitalier, mais explicable. Sur le chemin du retour d'un voyage en camping, ma famille et moi nous sommes arrêtés au site de Trilobite de Wax Springs pour chercher des fossiles. Si vous ne connaissez pas le désert du sud-est du Nevada, sachez que les sites touristiques y sont peu fréquentés, voire déserts. Ce site en particulier était vide, nous étions les seuls sur place. Un sentier de 400 mètres mène à un dépôt de schiste où l'on peut fouiller à la recherche de fossiles. Peu après avoir commencé à marcher, j'ai entendu un homme parler, comme s'il essayait de communiquer à distance. Il ne criait pas, mais parlait assez fort pour être entendu de loin. Je faisais face à l'ouest sur une pente orientée au sud, et il semblait venir d'en bas à gauche, plus près de moi que de la route. Je me suis arrêté et j'ai regardé autour de moi. Il n'y avait ni poussière, ni bruit de moteur venant de véhicules tout-terrain, ni bruit de pas. Rien du tout. Il y avait quelques mouches qui bourdonnaient et j'ai conclu qu'un insecte m'avait frôlé l'oreille. Une minute plus tard, j'ai entendu un autre homme parler, cette fois-ci sur la pente à ma droite. Probablement un autre insecte. Les sons peuvent être étranges dans les canyons rocheux, ce n'était pas important. Nous sommes arrivés sur le site, avons fouillé pendant une trentaine de minutes, il faisait une chaleur écrasante, avons trouvé quelques spécimens peu impressionnants, puis sommes retournés au camion. À ce moment-là, j'avais complètement oublié les voix. En repartant, j'ai demandé à mon mari, « Alors, qu'en as-tu pensé ? C'était sympa, non ? Je suis la passionnée de cailloux de la famille et je ne sais jamais s'il apprécie autant que moi. » Il a répondu, « Oui, en fait c'était plutôt sympa. » Il a marqué une pause. Mais j'ai entendu des voix à plusieurs reprises, et je ne savais pas d'où elles venaient. Il portait une visière qui couvrait ses oreilles, donc il est peu probable qu'un insecte ait pu bourdonner à l'intérieur. Il m'a dit qu'il avait entendu ces voix sur le chemin du retour vers le camion, à au moins 3 reprises. La ville de Caliente est proche, et Pioche un peu plus loin. Les deux ont une histoire remontant à l'époque des mines et de la frontière mormone. On y raconte beaucoup d'histoires de chemins de fer, de fusillades et de raids amérindiens, et aussi des affaires étranges qui rappellent Warren Jeffs. Sans parler de la proximité relative de la zone 51. Nous sommes athées, sceptiques, et nous ne croyons pas aux histoires de fantômes. Aucun de nous n'a jamais vécu d'expérience paranormale, mais celle-ci nous laisse perplexes. Mon ordinateur a aussi planté 2 fois pendant que j'essayais de publier ce témoignage, et maintenant j'utilise mon téléphone. On dirait que quelque chose ne veut pas qu'on cherche à en savoir plus. Il y a quelques années, mon meilleur ami J et moi avons décidé d'explorer le désert près de DeBakey, une toute petite ville non incorporée près de chez nous, entourée de vastes terres publiques gérées par le Bureau of Land Management, BLM, et d'une réserve de chevaux sauvages. On est tout de suite tombé sous le charme. Nous sommes tous deux passionnés de randonnée et de camping, et cet endroit semblait être un petit paradis. Nous avons rapidement trouvé un petit coin de camping idéal, à environ 25 km dans le désert, loin de toute pollution lumineuse et même de tout signal téléphonique. C'était parfait, un petit réservoir utilisé en fin d'été pour abreuver les vaches en liberté, un vieux corral et un foyer creusé dans la roche. On a décidé d'organiser notre premier camping quelques jours plus tard, pendant mes jours de congé. J et sa copine m'ont rejoint là-bas avec nos chiens. La première journée a été géniale. On a exploré les Book Cliffs surplombant Grand Jonction et on a même aperçu des chevaux sauvages. De retour au camp en fin d'après-midi, on a passé un bon moment à cuisiner et à raconter des histoires autour du feu. Quand la nuit est tombée, j'ai commencé à ressentir un malaise. Ne voulant pas gâcher la soirée, j'ai prétexté être fatigué et je suis allé me coucher dans ma tente avec mes 2 chiens. Mais cette sensation d'anxiété s'est intensifiée, m'oppressant les épaules.
J'ai essayé de l'ignorer en lançant un film que j'avais téléchargé sur mon ordinateur. À peine le générique lancé, j'ai cru apercevoir un mouvement du coin de l'œil. J'ai mis le film en pause et regardé derrière moi. On aurait dit la lumière d'une lampe torche qui bougeait derrière notre camp, près du chemin de terre. La lumière a dansé quelques minutes avant de disparaître. Mes chiens dormaient paisiblement à côté de moi, alors j'ai mis ça sur le compte de mon imagination et j'ai repris mon film. Je devais m'être endormi, car un peu plus tard, la copine de J m'a réveillé pour que je l'aide à le calmer. En sortant de ma tente, j'ai vu que mon ami était vraiment bouleversé. Il s'excusait sans arrêt et répétait qu'il fallait partir, tout de suite. Il ne savait pas ce qui n'allait pas, mais il sentait qu'on devait s'en aller. Je lui ai avoué que moi aussi je m'étais senti très mal à l'aise toute la soirée, alors on a décidé de partir. On a pris juste nos chiens et nos oreillers et on a roulé les 30 km jusqu'à la maison au beau milieu de la nuit. Le retour à Debeke était angoissant. Je regardais sans cesse dans le rétroviseur pour m'assurer que la voiture de J était toujours derrière moi. J'avais du mal à garder ma vitesse sous les 30 km/h pour ne pas abîmer ma voiture sur les routes défoncées, mais j'avais l'impression qu'on était pourchassé. Le lendemain, J est retourné chercher nos affaires. Sa copine et moi travaillions, alors il est parti seul, en début d'après-midi. Tout était en place, aucun animal ne s'était approché, même pas du coffre rempli de nourriture. Mais il m'a dit qu'il sentait encore une présence, comme s'il était observé, et que quelque chose clochait. Quelques semaines plus tard, un ami de J était de passage et voulait faire du camping. J l'a emmené au même endroit près du réservoir. Il a vécu la même chose. Allongé dans sa tente, il a ressenti une angoisse violente, son corps entier tendu, comme si fermer les yeux allait provoquer quelque chose de terrible. Ne voulant pas réveiller son ami, il est sorti de la tente et a marché un peu autour du camp. Il s'est retrouvé près du réservoir et c'est là qu'il a vu une lumière petite mais très vive, qui dansait et zigzaguait dans la vallée sous le Grand Mesa. Elle se déplaçait des temps ouest, tourbillonnait, virevoltait. Pris de panique, il est retourné à sa tente sans même attendre de voir si la lumière disparaissait. Depuis ces événements, nous avons tous les deux vécu plusieurs autres choses étranges là-bas. J'ai emmené des amis et des membres de ma famille pour leur faire découvrir la beauté de l'endroit. Un été, je sortais avec un gars curieux de voir la région. Je l'ai conduit jusqu'à un endroit où garer la voiture pour aller explorer près des pics jumeaux. En marchant sur un chemin d'entretien d'un champ pétrolier, j'ai soudain eu une forte envie de grimper une chute de pierre au pied de la montagne. Mon ami m'a suivi. On a fini par découvrir une ouverture de grotte, un genre de puits de lumière. Le fond était à 6 mètres en contrebas. On a cherché une vraie entrée et mon chien nous a guidés jusqu'à un passage. Il était étroit, bloqué en partie par des pierres tombées. On a dû s'allonger et se faufiler en rentrant les pieds. À l'intérieur, ce n'était qu'une petite antichambre, mais une odeur de décomposition et une sensation de malaise nous ont vite poussés à repartir. Une fois dans la voiture, j'ai réalisé que j'avais perdu ma vapoteuse préférée. Cela fait 2 ans maintenant, mais chaque fois que je retourne là-bas, j'ai cette envie irrépressible d'y revenir. Une autre fois, ma mère et moi avons emmené nos chiens courir dans le désert. Je l'ai amené à une formation rocheuse que j'appelle Castle Rock. En faisant le tour, nous avons remarqué que le sol au pied de la structure était couvert de petits ossements de toutes sortes. Ma mère a été très troublée, mais moi, qui suis un peu du genre gobelin, j'ai commencé à fouiller pour ramener quelques souvenirs. Ma mère m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien et voulait redescendre à la voiture. Je lui ai demandé de patienter un peu, j'avais envie de grimper un peu plus haut. Elle a attendu pendant que je montais sur le côté droit. J'ai pris quelques photos, trouvé des cailloux sympas, puis je suis redescendu. En revenant vers elle, elle était bouleversée. Elle disait m'avoir appelé sans cesse, sans réponse, et ne plus me voir nulle part. J'ai ri, lui ai dit que j'avais soif, et on est retourné à la voiture. C'est là qu'on a vu un ballon de volley posé à 3 mètres devant le véhicule, juste là où on était passé quelques minutes avant. Il n'y avait aucune trace de pas autour. Rien. Il y a eu plusieurs autres incidents étranges, mais jamais rien de vraiment concret. Seulement cette impression d'être observé, ces lumières étranges de temps à autre,
et une ambiance pesante. Pourtant, j'arrive toujours à me convaincre qu'il ne se passe rien, que c'est juste mon imagination. Et je reviens, encore et encore. Je suis profondément attiré par cet endroit, c'est une sensation que je n'ai jamais connue ailleurs. J'ai même fait plusieurs séjours en camping seul, malgré les promesses faites à ma sœur et à mon meilleur ami de ne plus y aller en solo. J, lui, refuse désormais d'y camper. Il faut beaucoup insister pour qu'il accepte de m'accompagner explorer les environs. Pourtant, il a traversé le pays en stop, fait des randos en solo, vécu plein d'aventures. Mais ce lieu, il ne le supporte plus. Au-delà de cette impression d'être surveillé, ce qui m'inquiète le plus, c'est cette obsession que j'ai développée. C'est comme si je cherchais quelque chose, sans savoir quoi. Et pendant les longs mois d'hiver, quand je ne peux pas y aller, je me perds sur Google Earth à explorer les routes de terre. Je suis même devenue experte pour m'y repérer. J'ai toujours vécu des expériences paranormales étranges tout au long de ma vie, mais celle-ci dépasse tout. Elle continue de me troubler encore aujourd'hui. J'avais déménagé au Texas, mais je devais retourner en Utah pour récupérer ma voiture. C'était en février 2020, et je quittais l'Utah vers 18 h avec une amie qui avait fait le voyage en avion avec moi. On avait décidé de passer la nuit à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, histoire de dormir un peu. On devait y arriver vers 4 h du matin. Au début, tout allait bien. Pour rejoindre l'autoroute principale menant à Albuquerque, il fallait traverser une réserve. Et dès qu'on est rentré au Nouveau-Mexique, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Il était environ 2 ou 3 h du matin. Mon ami dormait profondément, la tête contre la vitre, pendant que je mettais la musique à fond. On roulait lentement, la limitation de vitesse étant de 55 à 70 km/h. Plus on avançait dans la réserve, plus je ressentais ce malaise. Puis, j'ai entendu un coup sec sur le toit de la voiture. C'était suffisamment fort pour couvrir la musique. Mon ami s'est réveillé en sursaut et m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai haussé les épaules sans répondre. Je ne voulais pas m'arrêter. Je ne sais pas si c'était de l'intuition, mais j'aurais préféré rouler avec une crevaison ou subir des dégâts qu'arrêter sur cette route. Il faisait nuit noire, et quelque chose me disait que ce n'était pas sûr. Ma voiture était équipée de phares LED extrêmement puissants, ce qui me permettait de voir à plusieurs kilomètres devant moi. Mon ami regardait aussi la route, et j'ai ralenti pour observer de plus près ce que j'apercevais au loin. Ce que j'ai vu ce soir-là me hante encore aujourd'hui. Le mieux que je puisse le décrire, c'était une silhouette humaine, tordue vers le bas, la tête et les cheveux à l'envers, et les bras ressemblaient à de grandes stalactites. Cette chose était si sombre que mes phares ne parvenaient pas à la percer, mais elle illuminait pourtant tout ce qui l'entourait. Son visage ne nous regardait pas au début, mais il a fini par tourner la tête dans notre direction. Il n'avait pas de traits nets, mais semblait difforme, comme avec la mâchoire brisée, et il était presque flou. J'ai une excellente mémoire visuelle, mais c'était comme si cette chose ne voulait pas que je puisse la voir clairement. On était à peine à 20 ou 25 mètres quand j'ai appuyé à fond sur l'accélérateur. Mon ami m'a demandé si j'avais vu la même chose. J'ai simplement hoché la tête. Honnêtement, je ne voulais même pas parler. Je ne voulais pas respirer. Je tremblais de tout mon corps. Cette chose dégageait quelque chose de profondément mauvais. C'était une peur viscérale, une terreur qui traversait mes os. Un instinct primal me poussait à fuir, à m'éloigner le plus vite possible. Je lui ai dit de ne pas se retourner. On ne veut pas qu'elle nous suive. J'ai roulé à plus de 190 km/h jusqu'à quitter la réserve. Finalement, on n'a même pas fait halte à Albuquerque. On a roulé jusqu'à Lubbock pour y passer la nuit. Mon travail avait organisé une collecte de témoignages paranormaux, et j'ai raconté cette histoire. Une collègue m'a suggéré de la publier ici, pensant que vous l'apprécieriez. J'ai déjà pensé à essayer de dessiner cette chose, mais j'ai peur que ça lui donne un moyen de me retrouver ou du pouvoir, quel qu'il soit. Si quelqu'un a des conseils à ce sujet, je suis preneuse. Je ne veux pas l'encourager. Voilà, c'est l'une de mes histoires.
Une fois, sur une route de terre isolée à Joshua Tree, j'ai vu un serpent à sonnette en décomposition sur la route. Je me suis arrêté pour l'inspecter. Il mesurait entre 90 cm et 1,20 m, et était mort depuis environ une semaine, donc encore assez intact pour qu'on puisse deviner son histoire. Le serpent avait été écrasé, et je l'ai trouvé avec le cou violemment tordu, en train de mordre son propre corps. J'étais dans la vallée de Butte quelques mois après la disparition des Allemands de la vallée de la mort. J'ai exploré certains des endroits où ils étaient allés. C'était vraiment dommage, car il y avait 2 cabanes bien équipées à moins d'1 heure de marche de là où ils sont passés. Ils auraient pu y survivre pendant des mois si nécessaire. Dans l'autre direction, le lit de la rivière était mou et sablonneux. Marcher dedans, surtout dans les portions raides, donnait l'impression de descendre un escalator à l'envers. Ce lit rejoint la route à un moment, et on peut voir les lumières de la ville lointaine de Shoshone le long du canyon. Au lieu de cela, ils ont tenté une randonnée épuisante à travers une chaîne de montagnes extrêmement difficile, s'attendant à croiser des gardes patrouillant la base militaire isolée qu'ils avaient vue sur une carte. En réalité, c'était un champ de bombardement rarement utilisé, protégé par son isolement et son inaccessibilité. Cet endroit est vraiment reculé et parfois inquiétant la nuit, quand on est seul. Dans cette même zone se trouvait aussi la cabane où Charles Manson s'était caché et avait finalement été capturé. Le placard de salle de bain dans lequel il s'était dissimulé était minuscule, à peu près de la taille d'un panier à linge. Cela m'a fait penser à ces photos où un petit enfant se retrouve coincé dans une machine attrape-peluche. La fois suivante que je suis passé par là, quelqu'un avait arraché ce placard de la minuscule salle de bain, laissant derrière lui des clous tordus et des trous dans le plâtre. Quelque temps plus tard, toute la cabane a été incendiée. Une fin assez anticlimatique pour un lieu célèbre du Far West. J'ai exploré de nombreuses galeries de mines aussi fascinantes que dangereuses. Une vieille mine d'argent et de borax dans les montagnes de Calico avait des troncs d'arbres de 60 à 90 cm de diamètre utilisés comme étais pour soutenir la paroi suspendue après l'extraction du minerai. Avec le temps, le poids a fini par écraser et fissurer certains de ces troncs en leur centre. Il y avait 3 échelles branlantes de 6 mètres menant à un niveau inférieur, avec des rails et un plafond bas de seulement 1,50 m. Une fois, j'ai emmené mes jeunes neveux adolescents dans un canyon désertique reculé mais bien connu, pour un week-end de quad et d'exploration. Une femme en haillons marchait sur la route, presque à 1 kilomètre de l'entrée du canyon, en direction de la route goudronnée. Elle n'était pas en détresse, mais semblait s'être simplement lassée de la fête qui avait lieu quelque part dans les collines, et comptait faire du stop pour retourner à Barstow, où les amusements ne manquent jamais. Il n'y avait pas de place pour la contourner en voiture, alors j'ai ralenti et me suis arrêté à distance. Elle a continué à marcher droit vers le camping-car, au même rythme, jusqu'à s'arrêter devant le pare-choc. Elle m'a fixé longuement avec son visage usé de junkie. Après 1 minute, alors que je commençais à me demander si j'allais devoir descendre pour la faire bouger, elle a soudain pris un air décidé et s'est mise à marcher vers le côté passager. Dès qu'elle a dépassé l'avant du véhicule, j'ai appuyé sur l'accélérateur et suis parti avant qu'elle ne tente d'ouvrir les portières. C'était vraiment l'endroit le plus improbable pour croiser une junkie opportuniste tout droit sortie des clichés urbains. Je vis à la lisière du désert de Mojave. En été, les températures dépassent les 45 degrés, alors j'aime faire de longues promenades au clair de lune, aux premières heures du matin, dans le désert. Ce jour-là, j'étais à au moins 10 km de la ville. Je sais, ce n'est pas très prudent, mais j'aime bien me retrouver seul là-bas. D'une certaine manière, ça me fait me sentir plus vivant, dans un sens un peu primitif. C'est difficile à expliquer. Bref, il y a quelques semaines, j'étais là-bas, en train de marcher comme d'habitude, quand j'ai entendu un cri strident. Un hurlement aigu, inhumain, qui montait progressivement en intensité et en fréquence. La source semblait se trouver à une dizaine de mètres, pas plus. J'ai tâtonné pour allumer la lampe torche de mon téléphone, juste à temps pour voir une jambe, quelque chose, disparaître dans les buissons. C'était comme cette scène dans le film Signe, dans le champ de maïs, où le personnage de Mel Gibson éclaire avec sa lampe juste assez tôt pour apercevoir le pied de l'extraterrestre disparaître entre les plans. Je ne sais pas ce que c'était.
J'imagine que c'était un junkie ou quelque chose du genre, parce que je ne connais aucun animal dans la région qui ferait un son pareil. Mais si c'était un humain, il aurait fallu qu'il rampe à 4 pattes pour pouvoir se faufiler aussi vite dans les broussailles de sauge. Inutile de préciser que je ne suis pas resté pour en avoir le cœur net. J'aime considérer les lacs gelés un peu comme des déserts. Ce jour-là, j'étais au milieu d'un lac, en train de promener mon chien par temps clair mais très venteux. Le lac est immense, il faudrait environ 2 heures pour le traverser, mais en général, je restais vers le centre. À un moment donné, une grande poche d'air s'échappait du dessous, mais pas comme d'habitude. Normalement, elles explosent en formant une sorte de mini-volcan de glace. Celle-ci, en revanche, ressemblait à un grand cylindre qui s'élevait hors de l'eau. Il faut préciser que ces structures ne bougent pas vraiment. Elles se forment lentement, sur plusieurs jours, et font généralement près de 60 cm d'épaisseur. Celle-là n'avait pas encore éclaté, et mon chien n'arrêtait pas de courir dessus. Je commençais à m'inquiéter, alors je l'ai poussé doucement hors du sommet. Et c'est là que je l'ai entendu. Un grand craquement, profond, qui vibrait et disparaissait en suivant la fissure à travers la glace. Ma vie a défilé devant mes yeux. On était à la mi-janvier, au Québec. Autrement dit, glacial. Et moi, j'étais au milieu d'un lac gelé, très loin du rivage. En tombant à travers le sommet de la poche, j'ai eu miraculeusement la chance d'atterrir sur un banc de sable au milieu du lac. J'ai trempé mes bottes dans moins de 30 cm d'eau. J'ai éclaté de rire comme un fou en rampant facilement hors du petit dôme créé par la poche d'air. Depuis, chaque été, je retourne à cet endroit avec mon kayak pour tenter de retrouver ce haut fond et me rappeler ce moment. Pour le plus effrayant était certainement le séisme de Lenders, magnitude 7,3, en 1992. On se trouvait à seulement 3 km de l'épicentre. L'expérience en elle-même était la partie la plus terrifiante. Mais voir à quel point la route s'était fendue, au point qu'on ne pouvait plus passer en voiture et qu'on a dû faire demi-tour. L'événement le plus effrayant de ma vie. Le bruit était indescriptible. On était dans une minuscule cabane d'une seule pièce. Le séisme nous a réveillés en sursaut. Le père de mon ami criait pour qu'on se mette à l'abri, mais le vacarme était si fort qu'on ne l'entendait même pas, alors qu'il n'était qu'à 5 mètres de nous. On n'arrivait même pas à se tenir debout, les secousses étaient d'une violence inouïe. Et ce bruit, c'est la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue. Quand tout s'est enfin arrêté, la porte d'entrée était coincée, impossible de l'ouvrir. Un voisin est venu nous aider à la forcer. On est sorti et toute la vallée autour de nous était silencieuse, avec un étrange nuage de poussière suspendu au-dessus des paysages et des montagnes rocheuses environnantes, des sortes de petites montagnes formées d'énormes blocs de pierre empilés. On a vite tout rangé et on a déguerpi, direction la maison, à 3 heures de route. On s'est arrêté sur le bord de l'autoroute, quelque part entre Palm Springs et l'arrière du mont Big Bear. De là, on avait une vue dégagée sur toute la montagne. Puis une grosse réplique a frappé. En quelques secondes, toute la montagne s'est retrouvée enveloppée dans un immense nuage de poussière à cause des secousses. Plus tard, on a appris que d'énormes rochers s'étaient détachés et dévalaient la montagne. On a fini par rentrer chez nous. J'ai fait des cauchemars pendant des mois. Je me réveillais en hurlant, je n'avais que 15 ans à l'époque. J'en garde encore un stress post-traumatique aujourd'hui. Il suffit que je pense sentir le sol bouger et je suis aussitôt terrifié. Même un tout petit tremblement de terre me provoque une crise de panique et je me mets à pleurer. J'ai passé énormément de temps dans le désert. En plus de tout ce que les gens racontent sur la flore, la faune et les gens bizarres, j'ai une histoire pour toi, je ne crois pas l'avoir déjà racontée quelque part. Et même aujourd'hui, je n'ai toujours aucune idée de ce que c'était. Tu vois énormément de trucs fous dans le désert. Mais celle-là, c'était le summum. Histoire du soir. On partait souvent camper le week-end. On passait les soirées autour du feu de camp, et on faisait de l'escalade ou de la randonnée la journée.
Ce soir-là, quelques amis et moi étions perchés sur un des rochers proches, loin du feu et des tentes, à regarder les étoiles et discuter de tout et de rien avant d'aller dormir. Et là, d'un coup, toutes les étoiles dans le ciel se sont mises à bouger en même temps, super vite, pour former un cercle parfait, un anneau d'étoiles. En une seconde. Ce cercle est resté là 1 à 2 secondes, puis il s'est effondré sur lui-même et chaque étoile est retournée à sa place initiale dans le ciel. Nous qui étions là à observer, on a tous fait un wow collectif. On s'est regardé, on a confirmé qu'on avait bien vu ce qu'on avait vu. Je n'ai jamais revu un truc pareil. Je n'ai jamais lu ou entendu un autre témoignage similaire. C'était du délire. Et je pense que c'est important de préciser qu'on n'avait rien pris, ni drogue ni alcool. Parce que souvent, quand j'en parle, les gens me disent « T'étais à fond sur le peyote lin, ça lipi du désert ». Genre, non mec, c'est pas du tout mon délire. Tous ceux qui ont passé assez de temps dans le désert te le diront, il y a plein de trucs très difficiles à expliquer. De la foudre en boule, des étoiles filantes au comportement improbable. Ces moments flippants aussi où les coyotes hurlent à la ronde puis s'arrêtent d'un coup, à un silence de mort. C'est super étrange quand ça arrive, le désert est souvent bruyant la nuit. Et quand tout s'arrête, en général c'est mauvais signe. Genre un puma dans les parages ou quelque chose comme ça. Au fil des années, j'ai vu beaucoup de choses bizarres. La plupart sont explicables ou on finit par comprendre ce que c'était, comme la foudre en boule, absolument pas un ovni. Juste un phénomène naturel qui fout les jetons. Mais ce cercle d'étoiles, ça, je n'ai jamais réussi à l'expliquer. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. C'est le chien de mon fiancé qui l'a vu. On a reconstitué certains détails en fonction de ce qu'on sait de son passé et de ce qu'on observe dans son comportement. Ce chien a aujourd'hui 12 ans, et on vit dans une grande ville avec beaucoup d'orages. Dès qu'il entend le tonnerre, il commence à s'agiter, à faire les 100 pas, il bave, les yeux un peu fous. Une fois que la pluie commence, on pourrait s'attendre à ce qu'un chien inquiet par un orage aille se cacher dans la salle de bain ou au sous-sol. Mais pas ce chien-là, qui est né à 1 heure de route au sud de Las Vegas. Quand la pluie tombe, lui, il monte. Ce chien a vécu l'un de ces orages du type « c'est plus sec que le » de Satan, et soudain, putain d'où sort toute cette flotte et putain pourquoi ma voiture s'en va sans moi. Ça fait presque 10 ans qu'il n'a pas remis les pattes dans ce désert en temps d'orage. Et pourtant, il est toujours terrifié à l'idée d'être emporté par une crue. L'orage que moi j'ai vu dans le désert, c'était à l'aéroport international de Phoenix. Les portes impaires à gauche du couloir, les paires à droite, toutes ouvertes avec de grandes baies vitrées. L'orage arrivait depuis le Texas alors que le soleil se couchait. En 90 secondes, les fenêtres à l'est sont passées d'un violet de crépuscule à un gris de robe de détraqueur. Celle à l'ouest était encore baignée de teintes joyeuses, pêche, rose, or pendant que les collines devenaient doucement violettes et grises sous l'ombre de l'aéroport. Crac, le ciel s'est ouvert, comme si on avait allumé une douche, et la piste, en quelques secondes, avait déjà un bon centimètre d'eau. Traversée de la porte sous la vitre à l'aile de l'avion stationné, 5 secondes de course à tout casser, a suffi à tremper un agent de sécurité jusqu'à ce que l'eau lui coule dans les chaussures depuis sa chemise polo. Plus bas, dans le sens de la pente, donc dans le sens de l'écoulement, 3 voitures ont été emportées hors de la route par cet orage qui n'a duré même pas 2 minutes. Alors, on laisse le chien se cacher dans la chambre et trembler quand il y a un orage. Je m'appelle Rick Martinez, je suis un chauffeur routier à la retraite. Cette histoire s'est passée quand j'avais environ 30 ans. J'en ai 62 aujourd'hui. Sur la route, j'ai vu beaucoup de choses étranges. J'ai raconté cette histoire encore et encore. Beaucoup de gens ne me croient pas. Mais voilà comment tout a commencé, à Stockton, en Californie, où j'ai récupéré une cargaison de tuyaux. Ma destination était Salt Lake City, dans l'Utah. Je devais faire le plein à Barstow, en Californie, dans une station pour camions. Mais, manque de chance, il n'avait plus de carburant. J'ai dit à mon superviseur, j'ai à peu près un demi-réservoir.
Il m'a répondu de continuer et de m'arrêter à la première station que je verrais. 100 km après être entré dans le Nevada, rien que du désert. Rien que quelques rares lumières de petites villes. Et là, je remarque que ma jauge indique que je suis à sec. Je me dis que c'est pas normal. Alors je prends la première sortie que je vois et je me gare sur le côté. J'appelle mon superviseur, qui était à environ 1 heure derrière moi, et je lui dis que j'ai peur de continuer et de tomber en panne sèche. Il me dit d'attendre, qu'il va arriver dans 1 heure et qu'on pourra siphonner un peu de carburant de son réservoir dans le mien. Alors j'attends. Je remarque que je suis dans une petite ville à peine éclairée. Comme je ne peux pas faire tourner le moteur, je ne peux pas écouter la radio. Je suis donc assis là, dans le silence. Je ne prends pas de drogue, je n'ai rien inventé. Écoutez bien. Je vois des travaux inachevés partout, un parc de mobil-homes sur ma droite complètement éteint, et une église sur ma gauche, à un pâté de maisons, avec les lumières allumées. Il est 2 heures du matin. Et je vois un lièvre sauter autour de mon camion. Il fait le tour, me fixe, et continue de sauter autour. J'ai faim, et je remarque ce qui semble être une supérette un peu plus loin, encore un pâté de maisons après l'église. Je descends de mon camion pour y aller à pied. Pendant que je marche, j'entends un chien hurler, comme s'il souffrait. En passant devant l'église, les 2 portes sont grandes ouvertes et j'entends des applaudissements, comme s'il y avait une messe. Je jette un œil à l'intérieur, il n'y a personne, sauf un vieil homme blanc, très maigre, qui lit la Bible et parle de l'enfer. Je ne reste pas longtemps et continue mon chemin. Les applaudissements reprennent. Et le chien hurle encore. Je remarque qu'il y a plein de maisons vides dans cette rue qui monte. Je continue vers ce que je crois être une petite supérette. Les lumières sont allumées. J'entre et une vieille dame avec des lunettes est assise là, en train de lire un livre. Le magasin est presque vide. Quelques conserves, 2 ou 3 sacs de chips, que de l'eau dans les frigos. La dame ne lève même pas les yeux. Je prends de l'eau, des chips. J'ai une dalle pas possible, et il n'y a rien d'autre. Je lui demande, c'est tout ce que vous avez? Où sont les gens? Elle me répond que tout le monde est parti, que des travaux devaient commencer il y a 6 mois. Et c'est tout. Elle ne dit plus rien. Je paye, je sors et je commence à revenir vers mon camion. Le chien hurle encore. En m'approchant de l'église, je regarde vers le haut de la rue, vers la source du hurlement. Je décide d'aller voir ce qui se passe. Les maisons de chaque côté sont toutes barricadées, dans le noir. Mais il y en a une, avec une clôture d'environ 1,50 m, dont les lumières sont allumées. Je jette un œil par-dessus la clôture, et là, je suis choqué. Je vois un homme en sous-vêtements, à 4 pattes, une chaîne autour du cou. Il hurle. Les poils sur mes bras et ma nuque se dressent quand je vois un autre homme surgir de la porte arrière, lui donner un coup de pied et hurler « Tais-toi ». L'homme enchaîné court se réfugier dans une niche pour chien. Je suis pétrifié, puis je fais demi-tour et je cours jusqu'à mon camion. En repassant devant l'église, les portes sont toujours grandes ouvertes, mais cette fois les lumières sont éteintes. Et j'entends encore les applaudissements. Je remonte dans mon camion, j'appelle mon superviseur et je lui raconte ce que j'ai vu. Je lui dis de se dépêcher de venir. Il me demande à quelle sortie je suis. Je lui dis, et il me répond, « Ah, je viens de passer cette sortie. » Il a dû faire demi-tour pour venir me chercher. Pendant ce temps, le lièvre tourne encore autour de mon camion. Il s'arrête, me regarde. Et là, je n'exagère pas, je ne dis pas que le lapin l'a dit, mais j'ai entendu clairement « Pars ». J'ai fermé la vitre, et j'ai attendu que mon superviseur arrive, 5 minutes plus tard. Je lui ai tout raconté. Il a rigolé et m'a dit qu'il allait devoir me faire passer un test de dépistage. Je n'ai pas dormi de tout le trajet jusqu'à Salt Lake City. Nous avons décidé de faire le déménagement en 2 étapes. La première a eu lieu la semaine dernière, en transportant ses affaires dans un SUV de location. Comme nous avions tous les deux un peu de temps, on a décidé de faire le trajet uniquement par les petites routes.
On a passé la nuit dans une station thermale perdue au milieu de nulle part, dans l'Oregon, c'était incroyable. Le deuxième jour, on a pris la route en direction de Las Vegas, en empruntant la US 50, connue sous le nom de « la route la plus solitaire d'Amérique ». Et je l'admets, avant ce moment-là, cela faisait facilement 8 à 10 heures qu'on n'avait eu aucun contact avec un autre être humain. Je suis un ancien chauffeur routier longue distance et un vétéran de l'armée américaine, donc j'ai l'habitude de voyager souvent et de découvrir de nouveaux endroits chaque jour. Mais ça m'a aussi appris à écouter mes instincts. Et je peux vous dire qu'ils se sont manifestés très fort pendant ce trajet. Quelques heures avant d'arriver à Vegas, on s'est arrêté pour faire le plein. Dès qu'on est arrivé, j'ai eu un mauvais pressentiment. L'endroit avait l'air usé, vieilli, comme figé dans le temps. Mon ami est sorti faire le plein, et moi je suis allé à l'intérieur pour jeter un œil et peut-être prendre des snacks. Je ne peux pas dire exactement ce qui n'allait pas. Il n'y avait rien de flagrant. Mais ce que j'ai ressenti était inexplicable. Une impression viscérale que cet endroit n'était pas à sa place. Et que si je voulais en repartir, et être capable de le faire, je devais partir immédiatement. Je reconnais que c'est peut-être personnel. Peut-être que c'est mon malaise qui a influencé ma perception. Mais dès l'instant où j'ai décidé de sortir, sans rien acheter ni même aller aux toilettes, j'ai eu l'impression que tout le monde dans cet endroit me regardait. Pas juste les employés, mais aussi les clients. Je suis sorti rapidement, je suis allé voir mon ami et je lui ai dit, « Si tu crois en les instincts, alors monte en voiture, tout de suite. » Ce qu'on a fait. Et on a respiré à nouveau qu'une fois à 10 km de là. Voilà donc ma petite rencontre étrange au beau milieu de la Death Valley. Le désert est devenu un endroit effrayant pour moi aujourd'hui. Autrefois, c'était un lieu de paix et de sérénité, mais après y avoir vécu pendant presque 30 ans, on finit par voir des choses. Cet événement s'est produit dans le désert d'altitude de Californie, au début des années 1990. Toute la ville était autrefois entièrement militaire. Il y a une usine militaire et une prison, et encore aujourd'hui les rues sont nommées par des lettres et des chiffres, par exemple, Avenue O et 178e rue. On entendait toujours des histoires de gens disparus, de tunnels souterrains, confirmés. En fait, un ami à moi recevait constamment un courant d'air venant de son placard dans la maison où il avait grandi. Plus tard, adulte, il a vérifié et a découvert une ouverture vers l'un de ces fameux tunnels. Il m'a appelé pour que je vienne voir. Mais une fois sur place, on a à peine parcouru 3 mètres dans ce tunnel que j'ai fait demi-tour. J'étais terrifié. Je lui ai dit, c'est peut-être comme ça que les gens disparaissent. La nuit, au loin, au-delà des lumières de cette petite ville, on voyait toujours des choses bizarres. Des lumières brillantes de différentes couleurs qui se déplaçaient lentement, en zigzagant, puis montaient droit vers le ciel. On voyait des choses dans l'atmosphère, mais c'était le genre de truc dont on ne parlait pas. À l'époque, la vie était assez insouciante. Mais pour aller voir des amis, il fallait emprunter de longues routes désertiques, et souvent revenir tard dans la nuit, dans une obscurité totale, parce qu'il n'y avait pas d'éclairage public. Je me souviens d'un soir où je rentrais avec mon petit ami de l'époque et un autre ami. On s'est arrêté pour une raison que j'ignore, quelque chose m'a poussé à sortir de la voiture et lever les yeux vers les étoiles. On était au milieu de nulle part, mais on entendait un bruit de machinerie, des cliquetis métalliques étouffés. On a commencé à regarder autour de nous, mais il n'y avait rien. Puis on a senti une vibration sous nos pieds. Je me suis accroupi et j'ai posé mon oreille contre la route. Le son venait du sol. On a tous écouté attentivement et entendu des voix très lointaines, sans pouvoir distinguer ce qu'elles disaient. On s'est relevé, on discutait de ce que ça pouvait être, quand on a vu une petite lumière rouge à l'horizon. Elle se rapprochait. On a sauté dans la voiture et on s'est barré. On n'en a parlé qu'à quelques amis, qui ont vécu la même chose. 1 an plus tard, je dis à un ami que je viens de lancer une petite entreprise de transport. J'ai besoin d'une remorque, et il m'invite à venir chez lui, il en a plusieurs à prêter. La nuit tombe, et il sort ses jumelles à vision nocturne, de qualité militaire. Il me dit d'attendre qu'il fasse bien noir, il veut me montrer quelque chose de vraiment flippant.
J'étais curieuse, alors j'ai accepté. On va tout au fond de son terrain. Devant nous, le désert. Rien. Pas de route. Pas de lumière. Rien. Il pointe les jumelles vers l'est. Et là, oh mon Dieu, il y avait des gens là-bas. Ils sortaient du sol. Ils bougeaient. Je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et il me répond que sa famille les appelle les habitants du sol. Qu'ils sont présents à plusieurs endroits du désert. J'en ai eu des frissons. Inutile de dire que je ne suis plus jamais retourné chez lui après la tombée de la nuit. À un moment donné de ma vie, j'ai vécu dans un parc de mobil-homes un peu après l'avenue F. Il y avait une grande cabane dans un arbre, laissée par l'ancien locataire. Le seul moyen d'y monter était un trou dans le plancher avec une trappe et une échelle de corde en dessous. Une nuit, je suis sur le porche, je bois une tasse de thé et j'entends quelque chose bouger là-haut, dans la cabane. Puis une tête surgit. C'était une femme et son mari, cachés là. Clairement, je me suis dit qu'ils étaient drogués. Je leur ai dit de descendre, mais ils ont refusé. Ce n'est qu'en les menaçant d'appeler les flics qu'ils ont accepté, à contre-cœur, en regardant autour d'eux comme s'ils avaient peur d'être vus. Des amis et quelques voisins curieux s'étaient rassemblés. J'ai vu que la femme était complètement paniquée. Je leur ai proposé de rentrer, je leur ai préparé à manger, j'ai attendu qu'elle se calme. Puis elle a sorti des papiers de son sac. Ils ressemblaient à des documents gouvernementaux, avec des en-têtes, des plans, des schémas, même des sceaux embossés. Certains étaient brûlés sur les bords, d'autres endommagés par l'eau ou la fumée. Elle m'a raconté qu'ils exploraient un endroit du côté de Barrel Springs Road, où il y a 2 ou 3 structures en parpaing. Je les connaissais. Quelques années auparavant, je m'y étais aventuré, et un camion noir était arrivé à toute vitesse, hommes armés sortis. Elle m'a dit qu'elle avait vécu exactement la même chose, mais elle était à l'intérieur d'un des bâtiments. Elle a pris ce qu'elle a pu et a fui avec son mari. En lisant les papiers, j'ai eu un très mauvais pressentiment. Ce genre de choses pour lesquelles on disparaît si ça se retrouve au mauvais endroit. J'ai dit bêtement, pourquoi vous ne les rendez pas simplement? Elle m'a dit qu'ils fuyaient depuis, et qu'à chaque fois qu'ils s'arrêtaient quelque part, un van noir ou une voiture sans plaque venait et restait là à les observer. Je ne voulais pas m'impliquer. Trop gros pour moi. J'ai préparé un déjeuner pour le lendemain et leur ai dit qu'ils pouvaient dormir dans la cabane pour la nuit. Le matin, ils étaient partis avant mon réveil. Après ça, on a commencé à voir des vans noirs stationnés le long de notre route, toujours face à ma maison. Une fois, je suis même allé frapper à la vitre d'un. Il est parti en trombe. Il s'est passé tellement de choses inexpliquées dans le désert à cette époque, on ne voit plus autant de bizarreries maintenant. Il y a plus de lumière, plus de gens, des villes bien éclairées, des téléphones avec des caméras partout. À l'époque, il n'y avait même pas de portable pour appeler à l'aide. Je me souviens aussi d'une virée quelques années plus tard avec des amis. On roulait dans une vieille voiture minuscule, une Yugo, au bord de la panne. L'oncle de mon ami lui avait parlé d'une ville abandonnée tout à l'ouest du désert de Mojave. Il disait qu'il y avait encore plein d'objets laissés sur place. On était idiots. Le trajet a été long. Si tu me demandais de retrouver cet endroit aujourd'hui, je n'y arriverais pas. Je n'étais pas au volant. On s'est perdu plusieurs fois. Puis on a commencé à voir des choses. Une vieille billetterie de carnaval sur une remorque. Des tracteurs cassés, des meubles, des cabanes dispersées, des bouteilles d'eau vides partout. Rien d'habitable. Pas de magasin, rien pendant des kilomètres. Comment des gens pouvaient-ils vivre là? Et puis on l'a vu. Une sorte de grande caravane, une 50aine de mètres de long. Posée surélevée, avec du bardage jusqu'au sol. On aurait dit une scène de film d'horreur. Il y avait plusieurs fenêtres, certaines avec des rideaux déchirés qui flottaient au vent. Des panneaux manquants révélaient l'obscurité sous la structure, assez grand pour qu'on puisse y ramper. Des voitures poussiéreuses avec les portières et coffres ouverts. Des ordures et un petit feu de camp au centre.
la copine de mon ami et moi avons vu des gens. Nus ou presque. Maigres. Qui ne bougeaient pas comme des humains. Ils étaient là, à l'intérieur, et nous observaient depuis les fenêtres et les ouvertures. Ils nous suivaient du regard, de fenêtre en fenêtre, pendant que la voiture avançait lentement. Ils avaient des yeux immenses, une peau trop pâle pour le désert. Mon ami s'est arrêté près du feu. Malgré nos cris, il a coupé le moteur. Sa copine a commencé à pleurer, « On doit partir, maintenant. » Il ne voyait pas ce qu'on voyait. Il a dit, « Calme-toi, c'est trop cool ce truc. » J'ai failli lui mettre mon poing dans la figure. Pendant qu'on le suppliait, il a ramassé un os, a commencé à fouiller les cendres, on dirait qu'ils ont fait cuire un chien. Il a levé les yeux. Sa copine a tiré sur sa veste. Et là, il l'a vu. Sous la maison, une chose. Accroupie, mains posées de chaque côté de l'ouverture, elle se balançait en nous fixant. Prête à bondir. Il a essayé de démarrer la voiture. Échec. Une fois. 2 fois. J'ai commencé à frapper le siège en criant, « Par pitié, Seigneur, démarre !» À la 3e tentative, le moteur a démarré. On est parti dans un nuage de poussière. On s'est arrêté très loin, pour reprendre nos esprits. On n'en a plus jamais reparlé. Je pense qu'on n'y croyait même pas nous-mêmes. Il s'est passé tellement de choses folles dans le désert à cette époque. Trop pour pouvoir tout raconter. Mais je suis convaincu qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas, peut-être que nous ne comprendrons jamais. J'étais dans le désert, dans le sud du Colorado, au parc national des Great Sand Dunes. Depuis les emplacements de camping, on a une vue complète sur les dunes, c'était vraiment spectaculaire. Je suis sorti de ma tente pour aller aux toilettes, il devait être autour de 22 heures. C'était l'été, donc il ne faisait pas noir depuis très longtemps. Quand j'ai regardé en direction des dunes, j'ai vu ce que je ne peux décrire que comme une sorte de cercle lumineux, comme ceux qu'une vieille lampe torche, pas une LED, projette sur un mur, sauf que celui-ci était immense, violet, et plus faible, comme si la source de lumière était très éloignée. J'ai observé ce cercle de lumière gigantesque se déplacer horizontalement au-dessus des dunes, avec un mouvement ondulant, puis il a disparu. Je sais que ça paraît étrange. J'ai vu beaucoup de choses bizarres dans ma vie, mais je n'ai aucune explication pour celle-là. Ce n'était pas une sphère lumineuse, c'était apparemment plat contre les dunes. Et si cela venait d'une source lumineuse, je n'ai pas pu voir d'où elle venait, ni comment c'était possible, étant donné que ça recouvrait environ un quart de la dune. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.